Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Pour avoir une meilleure visibilité. Réponse A. Je m'approche du véhicule devant moi. Réponse B. Je m'éloigne du véhicule devant moi. Alors, effectivement, lorsque vous allez avoir par exemple un poids lourd devant vous, vous allez voir que votre visibilité va être très faible. Alors, regarde l'animation. Ici, on est très proche du poids lourd. Notre champ de vision apparaît ici en vert. En rouge, c'est le champ de vision qui est obstrué par le poids lourd. Tu remarqueras que si tu t'éloignes du poids lourd, alors ton champ de vision en vert est plus grand et donc ta visibilité est plus grande et devient meilleure. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je m'éloigne du véhicule devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. J'utilise mes feux. Réponse A, de route. Réponse B, de position. Réponse C, de croisement. Alors, quand est-ce qu'on utilise les feux de route ? Eh bien, on les utilise de nuit, en agglomération non éclairée ou sur route non éclairée. Attention à une seule condition, c'est de ne pas éblouir un autre usager. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Au carrefour, je cède la priorité à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Là, on arrive dans un carrefour à sens giratoire. Donc, je cède la priorité à gauche. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Le refus de priorité piéton constitue une infraction. Oui, réponse A, non, réponse B. Est sanctionné d'une perte de 6 points. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, refuser la priorité à un piéton constitue donc une infraction. Elle est sanctionnée d'une contravention de classe 4, c'est-à-dire une perte de 6 points et une amende de 135 €. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 5. Ce symbole indique un parking réservé au tramway. Oui, réponse A, non, réponse B. Situé généralement en périphérie des villes. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce nouveau type de parking
ont été créés justement en périphérie des villes, en général au début des lignes de tramway et de bus, pour que les usagers puissent se rendre en centre-ville en transport en commun. Alors le P plus R, c'est pas pour parking relais, c'est pour park and ride. Alors ce ne sont pas des parkings spécifiquement réservés aux usagers des tramways. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 6. Je tourne à droite à la prochaine intersection. Je cède la priorité aux véhicules dans la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question que vous vous posez régulièrement. Vous voyez, à notre droite, il y a une voie qui est délimitée par des lignes blanches épaisses. Donc, ligne blanche discontinue épaisse, ça veut dire que c'est une voie réservée. Alors, ici, on peut voir à qui elle est réservée grâce au marquage au sol. Donc, elle est réservée aux bus et aux vélos. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une voie réservée à notre droite et qu'on veut nous-mêmes tourner à droite? Alors, c'est simple. Les véhicules qui sont dans leur voie réservée ont la priorité. Donc, il va falloir laisser passer les véhicules qui sont dans la voie réservée pour ensuite pouvoir tourner. Vous ne pouvez pas tourner sans qu'il n'y ait personne sur cette voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. L'acuité visuelle minimale pour la conduite est de réponse A 5 dixièmes, réponse B 8 dixièmes. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? L'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. En fait, elle est mesurée chez l'ophtalmologue. Vous savez, quand vous allez chez l'ophtalmologue, il vous fait lire à une certaine distance un petit tableau avec des lettres de plus en plus petites. C'est comme ça qu'on mesure l'acuité visuelle. Donc, vous devez avoir une acuité visuelle supérieure à 5 dixièmes pour être autorisé à conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Cet enfant de moins de 10 ans et de plus d'1 mètre est à la bonne place. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est bien installé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la loi oblige les enfants de moins de 10 ans à être installés à l'arrière du véhicule. Cependant, si les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans ou si les places arrière ne sont pas dotées de ceinture de sécurité, alors on peut placer un enfant de moins de 10 ans à l'avant. Donc, est-ce que ici cet enfant est à la bonne place? Oui, il est à la bonne place. Est-ce qu'il est bien installé? Si vous remarquez, on voit que la ceinture de sécurité touche sa joue. Donc, clairement, ici, la ceinture de sécurité n'est pas adaptée. Il va falloir utiliser un siège adapté à sa morphologie. Ici, vous remarquerez dans ce schéma que le siège avec dossier sera le plus adapté pour cet enfant.
les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 9. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place sur la voie de gauche si cela est possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, si tu vois bien, devant nous, on a un véhicule d'intérêt général en intervention. D'ailleurs, tu peux voir qu'il a mis les plots de sécurité. Dans ce cas-là, lorsqu'un véhicule d'intérêt général intervient sur une chaussée, la première chose à faire, c'est de ralentir. Également, si tu en as l'opportunité, c'est de changer de voie. Effectivement, si la voie n'est pas déjà occupée par un autre véhicule. Donc ici, je me place sur la voie de gauche si cela est possible. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 10. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors, pour répondre à cette question, tu dois déjà connaître deux notions très importantes. Des notions de cours, qui sont les étendues de prescription pour les panneaux d'interdiction et également la vitesse maximale autorisée selon les types de routes. Alors, commençons déjà par les étendues de prescription des panneaux d'interdiction. Comme tu le vois ici, on a un panneau de fin d'interdiction de limitation de vitesse à 70 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde bien cette petite animation. Si tu vois ce panneau, ça veut dire que avant, il y avait ce panneau d'interdiction. Donc, entre ces deux panneaux, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Mais qu'est-ce qui se passe après le panneau de fin d'interdiction ? Après le panneau de fin d'interdiction, la vitesse maximale autorisée dépendra de la vitesse réglementaire selon les types de routes. Alors, des types de routes, t'en as plusieurs. T'as les autoroutes, tu as les routes à chaussée séparées, tu as les routes à double sens de circulation avec créneaux de dépassement. Et enfin, tu as les routes à double sens de circulation. Et c'est le cas ici. On est dans une route à double sens de circulation. Et quelle est la vitesse réglementaire maximale sur une route à double sens de circulation ? C'est 80 km/h. Donc, pour répondre à la question, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 80 km/h parce qu'on aura passé le panneau de fin d'interdiction. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 11. Je m'arrête. Réponse A, pour baisser le son de la radio. Réponse B, pour entrer une adresse sur le GPS. Alors, pour baisser le son de la radio, vous n'avez pas besoin de vous arrêter, parce que ça ne va pas vous prendre énormément d'attention. Par contre, pour entrer une nouvelle adresse sur le GPS, oui, là il va falloir s'arrêter pour initialiser votre GPS. Donc ici,
La bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 12. Je peux rouler. Réponse A, en feu de position. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route. Alors ici, on est en agglomération, éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et ou en feu de croisement. Par contre, il est strictement interdit de rouler en feu de route en agglomération. C'est normal. Feu de route. Ce sont des feux réservés à la route. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 13. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A, protéger, secourir, alerter. Réponse B, protéger, alerter, secourir. Dans ce cas, la personne est inconsciente. Afin de la secourir. Réponse C, je retire son casque. Réponse D, je l'écarte de la chaussée. Alors, si vous êtes témoin ou partie prenante d'un accident avec dommages corporels, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. P-A-S. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, ici, on est dans le cas d'un motard inconscient. Alors, surtout, lorsque vous avez affaire à un motard, ne jamais retirer son casque. Vous pouvez, par exemple, afin qu'il respire mieux, vous pouvez relever la visière, mais ne jamais retirer le casque. Est-ce que je l'écarte de la chaussée ? Non, la personne est inconsciente, donc il ne faut jamais écarter une personne vers le bord de la route si elle est inconsciente. À part risque de suraccident, bien sûr. Mais dans les cas généraux, on ne fait pas ça. La victime est inconsciente, donc la bonne chose à faire ici, c'est de la mettre en PLS, donc en position latérale de sécurité. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 14. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je rétrograde. Réponse C, je reste sur ma voie. Alors ici, on est sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Actuellement, je roule à 66 km/h. Alors, il n'y a aucune raison de rétrograder parce qu'on voit le véhicule noir devant nous aller même plus vite que nous, s'éloigner. Il n'y a aucune raison d'accélérer parce que là, je me fais dépasser par la gauche. Et en plus, je viens tout juste de m'insérer sur la route. Donc pour l'instant, je reste sur ma voie et je maintiens ma vitesse. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 15. J'augmente ma distance de sécurité car
Réponse A. Il s'agit d'usagers vulnérables. Réponse B. Il s'agit de policiers. Alors, comme toujours, hein, lorsqu'on a des usagers vulnérables devant nous, on augmente notre distance de sécurité. On n'augmente pas notre distance de sécurité parce que ce sont des policiers, c'est parce que ce sont des usagers vulnérables. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. La chaussée se réduit à une voie de circulation. Réponse A, 600 mètres après le panneau. Réponse B, sur une distance de 600 mètres après le panneau. Alors ici, c'est une question très intéressante parce que vous vous faites souvent piéger là-dessus, tout simplement par manque de connaissances. Alors, ici, comme vous le voyez, on a donc un panneau carré, donc un panneau d'indication qui nous indique que la chaussée se réduit à une voie. Juste en dessous, on a un panonceau. N'oubliez pas, les panonceaux viennent préciser le panneau qu'il y a au-dessus. Ce panonceau, ça s'appelle un panonceau de distance. D'accord ? Donc, ce panneau de distance te dit que la chaussée va se réduire 600 mètres après le panneau. Ici, si par exemple, on avait eu 2 flèches sur le panonceau, ben, ça aurait eu une signification différente. S'il y a 2 flèches sur le panonceau, ça s'appelle plus un panonceau de distance, mais un panonceau détendu. Et là, ça aurait voulu dire que la chaussée se réduit sur une distance de 600 mètres après le panneau. Alors attention, ce que je vous dis, là, c'est valable seulement pour les panneaux d'indication. Ça aurait été complètement différent si on avait eu, par exemple, des panneaux de danger. Donc, je vous incite vraiment à aller dans la formation, revoir les cours sur les étendues de prescription selon les types de panneaux, parce que vous vous faites souvent piéger là-dessus, tout simplement par manque de connaissances. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, n'oublie pas les documents obligatoires à bord d'un véhicule. Alors, c'est quoi ? C'est tout d'abord ton permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise, communément, et la preuve du contrôle technique. Alors, beaucoup de personnes me parlent de l'assurance. Alors, est-ce que l'assurance est obligatoire ?
Bien sûr qu'elle est obligatoire. C'est la loi et le code des assurances. Par contre, il n'est pas obligatoire d'avoir une preuve d'assurance dans son véhicule. Hein? Les forces de l'ordre ont désormais un fichier qu'on appelle le fichier FVA, fichier des véhicules assurés, dans lequel ils peuvent vérifier avec votre carte grise si vous êtes assuré ou non. C'est pareil pour le contrôle technique. Est-ce que le contrôle technique est obligatoire ? Bien sûr qu'il est obligatoire. Cependant, vous n'êtes pas obligé de fournir le contrôle technique lors d'un contrôle. Il faut seulement avoir une preuve du contrôle technique. Donc ici, est-ce que tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule ? La réponse est non. C'est la réponse B. Question numéro 18. Ce panneau indique des avions à proximité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors encore une fois, question très simple, question de cours. Effectivement, ce panneau de danger nous avertit de la présence d'avions à proximité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Cet automobiliste va s'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'automobiliste a vu le vélo. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, comme vous le voyez, on a un cycliste qui est sur sa bande cyclable. Et au loin, on a une voiture qui sort qui a mis son clignotant pour sortir de sa place de parking. Donc on a tout à penser que le véhicule souhaite aller sur la voie. Est-ce que l'automobiliste a vu le vélo ? Alors, lorsqu'on regarde l'animation, on peut voir qu'effectivement le champ de vision de l'automobiliste est gêné par un obstacle qui sont les autres voitures qui sont garées devant lui. Donc très peu de chances que cet automobiliste ait pu voir le vélo. Donc ici, est-ce que l'automobiliste va s'engager ? La réponse est la réponse A. L'automobiliste a vu le vélo ? La bonne réponse est la réponse D. Question numéro 20. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo, encore une fois, pour voir réellement le contexte dans lequel on est. Alors, c'est parti. Donc là, déjà, regardez, juste ici, on a un panneau de danger qui nous avertit d'un passage à niveau qui est accompagné par une borne, à 3 bornes, qui nous avertit qu'il y aura un passage à niveau dans 50 mètres. Donc 3 barres rouges. Ensuite, on avance encore un peu. Hop, qu'est-ce qu'on voit là ? Hop, un dos d'âne. Un dos d'âne, et juste en dessous, toujours la borne avec cette fois-ci 2 bandes. Ça veut dire passage à niveau à 30 mètres. Ici, on a un céder le passage ou un stop. Je n'arrive pas à voir. Je pense que c'est un céder le passage. Et là, on arrive
juste à droite, on voit la borne qui nous indique donc le passage à niveau à 15 mètres, donc avec une seule barre rouge. Donc effectivement, ici, on a énormément d'indications, de panneaux de danger, de bornes qui nous avertissent d'un danger, notamment ici le passage à niveau. Donc, je ralentis. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. En état de somnolence, le risque d'accident est multiplié par réponse A, 3 à 4, réponse B, 9 à 10. La fatigue est responsable d'un tiers des accidents de la route. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, c'est une question vraiment de cours, donc vous retrouverez ce document dans la formation, un document que je vous partage. Donc effectivement, le risque d'avoir un accident en état de somnolence est multiplié par 3 ou 4. Et il faut savoir aussi que la fatigue est un facteur d'accidentologie assez important car elle représente un tiers des facteurs d'accident. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 22. Les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont: réponse A, le permis de conduire. Réponse B, l'assurance du véhicule. Réponse C, la carte grise. Alors, les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont: le permis de conduire, la carte grise et la preuve du contrôle technique. Ça peut être tout simplement le timbre collé sur la carte grise. Mais vous n'êtes pas obligé de montrer votre contrôle technique. Sachez que l'assurance n'est plus obligatoire à bord d'un véhicule, tout simplement parce que maintenant ils ont un fichier. Donc c'est le fichier FVA, le fichier des véhicules assurés, et donc ils peuvent vérifier par eux-mêmes avec le numéro d'immatriculation si vous êtes assuré ou non. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 23. Je circule dans une rue à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu peux voir ici qu'il y a un stop. Donc ce stop, il sera toujours accompagné par un marquage au sol, donc une ligne blanche. Si tu regardes bien, le marquage au sol va du trottoir de gauche jusqu'au trottoir de droite. Ce qui signifie bien que tu es dans une rue à sens unique. La bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 24. Ces deux piétons ont la même zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a à gauche une personne, on va dire, plutôt âgée, et à droite,
une personne plutôt jeune. Donc ce sont deux usagers de type différents avec des zones d'incertitude donc différentes. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. Un siège enfant homologué doit être adapté à son âge, oui réponse A, non réponse B, à sa morphologie, oui réponse C, non réponse D. Alors, les sièges auto doivent effectivement être adaptés à l'âge de l'enfant et à sa morphologie. Alors, la dernière homologation sur les sièges auto, qui est la R44, préconise 3 types de sièges. Oui, vous avez tout d'abord donc le siège à coque pour les enfants mesurant jusqu'à 83 cm. Ensuite, vous avez les sièges baquets pour les enfants ayant une taille allant jusqu'à 1 mètre. Et ensuite, pour les enfants de plus d'1 mètre et qui ont moins de 10 ans, le fameux siège avec dossier. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 26. La polyconsommation alcool-médicaments augmente le risque d'accident. Oui réponse A, non réponse B. Alors oui, effectivement, mélanger les drogues et les médicaments vont augmenter le risque d'accident sur la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. En cas de perte totale de points, je perds le droit de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour beaucoup de personnes, cette question va paraître évidente. En fait, elle n'est pas si évidente que ça. Dans certains cas, vous pouvez continuer à conduire, même si vous n'avez pas tous les points. Mais en général, lorsque vous perdez vos points, donc 12 points pour ceux qui sont plus en probatoire, 6 points pour ceux qui sont en probatoire, si vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire, vous n'avez plus le droit de conduire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. Ce véhicule est, réponse A, en intervention, réponse B, un véhicule d'intérêt général, réponse C, un véhicule d'intérêt général prioritaire, réponse D, un véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Alors, dans cette question, on aborde la notion de véhicule d'intérêt général. Alors, c'est quoi un véhicule d'intérêt général ? C'est un usager de la route qui dispose de règles bien particulières, différentes des règles pour un usager classique. Alors, tu dois savoir qu'il existe 2 types de véhicules d'intérêt général. Tu as les véhicules d'intérêt général prioritaires et tu as les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Alors,
Concernant les véhicules d'intérêt général prioritaire, c'est quoi comme type de véhicule? Ça va être tout d'abord les véhicules hospitaliers, comme le SMUR ou le SAMU. Ça va être également les véhicules de lutte contre l'incendie, comme les pompiers. Ça va être également les véhicules de police. Quand je dis véhicules de police, ça comprend aussi les militaires, ça comprend les véhicules de la gendarmerie, ça comprend les véhicules pénitentiaires, ça comprend certains véhicules du ministère de la Justice. Voilà pour, on va dire, les principaux véhicules d'intérêt général prioritaire. Il y en a d'autres. Ensuite, concernant les véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage, ça va être principalement les ambulances privées, par exemple. Ça va être les véhicules d'intervention, d'électricité ou de gaz. Ça va être aussi les transporteurs de fonds, par exemple. Ou alors, certains véhicules d'intervention sur les autoroutes, comme les véhicules de la DIR. Alors, tu peux aussi reconnaître ces différents types de véhicules d'intérêt généraux par le son qu'ils font. Les véhicules d'intérêt général prioritaire ont des sirènes à 2 temps. Alors que les véhicules d'intérêt général qui bénéficient de facilités de passage ont une sirène à 3 temps. Alors après, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi concrètement sur la route que d'être prioritaire ou que de bénéficier de facilités de passage? Alors, c'est une très bonne question. On va pas y répondre parce que c'est pas la question, mais sachez que vous devez savoir ce que c'est, la différence pour pouvoir passer l'examen du code de la route. C'est des questions qui tombent souvent. Donc là, je vous invite à aller dans la formation parce que c'est pas le sujet de la question. Alors, pour répondre à la question, lorsqu'on regarde cet usager, ce véhicule, est-ce qu'il est en intervention? Oui, on peut voir ici que ces sirènes clignotent. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général? Oui, c'est une ambulance privée, c'est un véhicule d'intérêt général. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général prioritaire? Non. Pourquoi? Parce que c'est une ambulance privée. Ce n'est pas un véhicule hospitalier. Et est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général qui bénéficie de facilités de passage? Oui, c'est bien un véhicule d'intérêt général qui bénéficie d'une facilité de passage. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Question numéro 29. Je reste sur cette voie pour tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde bien sur la voie dans laquelle on est. On a un marquage au sol. C'est ce qu'on appelle une signalisation horizontale. Donc, ce marquage au sol est matérialisé par une flèche qui va à gauche. Donc, effectivement, ici, si je reste sur cette voie, à la prochaine intersection, je tournerai à gauche. Donc, je suis très bien placé pour tourner à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Question numéro 36. La distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement A doit être inférieure à 1,6 mm. B doit être supérieure à 1,6 mm.
Alors, sachez qu'avec la nouvelle réforme, donc le code a pris une autre ampleur, et vous avez énormément de questions sur les équipements. Donc sur le thème pédagogique, les équipements. Ça peut être les roues, ça peut être le moteur, ça peut être la carrosserie, ça peut être les freins, peu importe les équipements. Donc il faut vraiment être rompu à tous les équipements d'une voiture, notamment les roues. Beaucoup de questions sur les roues et les bandes pneumatiques. Donc ici, la distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement doit être supérieure à 1,6 mm. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Je dépasse le cycliste à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici on a un cycliste à notre droite. Alors, vous devez savoir que pour dépasser un cycliste en agglomération, il faut laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Regardez bien sur le rétro-gauche. Sur le rétro-gauche, on a une moto très proche de nous. Le problème qu'on va avoir ici, c'est que si je me dépasse à gauche pour respecter l'intervalle de sécurité avec le vélo, je risque tout bonnement de percuter la moto en interfile. Donc, dans cette situation, je ne dépasse pas le vélo. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 32. Après ce panneau, la vitesse est limitée à réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Après le panneau, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C, non, réponse D. Comme le montre ce panneau qui est un panneau de fin d'agglomération, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, comme le montre le document que vous trouverez dans l'information. Après ce panneau, est-ce que je peux rouler à la vitesse maximale autorisée? Eh bien non. Pourquoi? Parce que la chaussée ne permet pas de rouler à cette vitesse maximale autorisée. Vous voyez bien qu'il y a du verglas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule.
Question numéro 33. Le facteur fatigue est la cause de... Réponse A, un tiers des accidents mortels sur autoroute. Réponse B, 50% des accidents mortels sur autoroute. Réponse C, 2 tiers des accidents mortels sur autoroute. Alors ça, ce sont les chiffres, hein, les chiffres de l'accidentologie à connaître bien sûr pour passer ton code. Donc la fatigue représente un tiers des accidents mortels sur autoroute. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Cette signalisation indique réponse A, une ZFE. Réponse B, une zone interdite à tous les véhicules. Réponse C, une zone interdite à tous les véhicules thermiques. Réponse D, une zone interdite aux véhicules disposant d'une vignette critère 4. Alors, comme tu le vois ici, on a une signalisation assez particulière. Mais d'abord, porte ton regard sur ce qu'il y a sur le panneau de zone. Alors, je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas ce panneau. Est-ce que tu connais la signification de ce panneau ? Si tu ne le connais pas, je te conseille vraiment de te former. Ce panneau-là, ce panneau-là que quasiment personne connaît, c'est un panneau interdisant la circulation de tous les véhicules, même les vélos. Alors attention, ça c'est un panneau. Lorsque ce panneau est inclus dans un panneau de zone, il a une autre signification. Il interdit l'accès de tous les véhicules dans cette zone, excepté les véhicules disposant d'une carte mobilité inclusion, excepté les véhicules d'intérêt généraux, excepté les cyclistes. De plus, comme tu peux le voir ici, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Ce panonceau qui précise le panneau qu'il y a juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce panneau ? Sauf catégorie. Et puis bon, là, il y a la catégorie des véhicules qui sont acceptés. Et c'est quoi ces petits numéros que tu vois sur le panonceau ? Ben, c'est les vignettes. C'est le numéro des vignettes qu'il y a sur les véhicules. Donc, qu'est-ce que veut dire cette signalisation ? Ça veut dire que dans cette zone, donc après ce panneau, dans cette zone, la circulation est interdite à tous les véhicules, sauf exception bien sûr, sauf les véhicules qui possèdent une vignette, critère 1, 2, 3 et véhicule vert. C'est ce qu'on appelle une zone à faible émission. Vous savez, c'est tout nouveau, ce qu'on appelle une ZFE. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 35. Je suis impliqué dans un accident mortel dans lequel je roulais à plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Je risque d'être condamné pour homicide involontaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque. Réponse C, 100 000 € d'amende. Réponse D, une annulation de permis de 10 ans.
Alors, très bon à savoir, effectivement, lorsque vous êtes impliqué dans un accident mortel et que vous avez commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h, vous risquez 7 ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, 10 ans d'annulation ou de suspension de permis, et vous pouvez être condamné pour homicide involontaire. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 36. La chaussée est habituellement en sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, on voit qu'on est dans une chaussée avec des travaux et comme le panneau jaune le montre, à double sens. Mais habituellement, regardez encore sur le côté gauche, on a une ligne blanche. Donc habituellement, cette route était en sens unique. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 37. Suite à une défaillance critique lors d'un contrôle technique, je dois effectuer les réparations dans un délai de réponse A, 1 mois, réponse B, 2 mois, réponse C, 3 mois, réponse D, 15 jours. Alors, afin que ça soit plus simple, regardez, ici je vous ai mis un procès-verbal de contrôle technique. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre contrôle technique, le technicien, à la fin de son contrôle, il va vous remettre ce papier, qu'on appelle un procès-verbal. Regardez bien l'encart de droite dans ce procès-verbal, c'est indiquer les types de défaillances qu'il a remarquées. Par exemple ici, vous voyez, il y a défaillance majeure, défaillance mineure. Et il y a aussi ce qu'on appelle les défaillances critiques. Alors, qu'est-ce qui se passe si votre véhicule a des défaillances critiques ? Si votre véhicule a des défaillances critiques, alors votre véhicule déjà il sera immobilisé le même jour à partir de minuit. Vous aurez 2 mois pour effectuer les réparations afin de réaliser une contre-visite. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Vous avez 2 mois pour effectuer les réparations. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors,
là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 38. Un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse A 2, réponse B 10. Alors ça, c'est vraiment une question de cours. C'est soit vous savez pas. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation. Donc, un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang augmente le risque d'accident par 2. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 39. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A 50 km/h, réponse B 110 km/h, réponse C 130 km/h. Alors, ici, comme tu le vois, on a un brouillard avec une visibilité inférieure à 50 mètres. Donc, la règle, c'est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, comme le montre ce document que tu pourras retrouver dans l'information. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Un CEPC favorable permet de conduire. Réponse A en France, réponse B à l'étranger, réponse C à partir de 17 ans et 1 jour, réponse D pendant 4 mois.
Alors, le certificat d'examen du permis de conduire, ou CEPC, vous permet de conduire en France pendant une durée de 4 mois. Il est interdit de rouler avec lorsqu'on a moins de 18 ans et à l'étranger. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.